Une loi de 3 paragraphes a redessiné la carte du pouvoir mondial. Pas écrite à New York ni débattue à Paris, mais née à Ouagadougou. Elle ne parle ni d'aide ni de guerre, elle impose la présence. Ibrahim Traoré y voit une équation simple. Si tu profites du sol, tu vis avec lui. Et si cette logique, si brève et radicale, redéfinissait la souveraineté africaine. Derrière la sobriété juridique du texte se cache une promesse tectonique. Le Burkina Faso ne veut plus être une simple case sur les cartes minières, mais un centre de décision où richesse et responsabilité partagent la même adresse. La loi exige que toute entreprise gagnant plus de 5 milliards de francs CFA, environ 8,8 millions de dollars, établisse son siège sur le territoire national. Pas de boîte postale, pas de façade vide, de vrais murs, de vraies équipes, un engagement réel. Pour Ibrahim Traoré, cette réforme n'est pas une rupture, mais une réconciliation, celle entre profit et présence, entre souveraineté et économie. Elle offre au pays une opportunité rare, transformer la dépendance en dignité, la rente en co-création. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque assumé, voir partir ceux qui refusent de partager le même ciel que leurs travailleurs. Et si ce pari risqué devenait justement la preuve de maturité que l'Afrique attendait, dès l'annonce, le contraste a frappé. Une réforme administrative, à peine 3 articles, a déclenché un séisme économique. En octobre 2025, le Burkina Faso a adopté une loi obligeant toute entreprise dépassant 5 milliards CFA de chiffre d'affaires à installer son siège nationalement. Derrière cette ligne sèche se cachait une révélation. La souveraineté ne se proclame pas, elle s'adresse. Pendant des décennies, les sociétés minières extrayaient l'or du Sahel, mais décidaient à Toronto ou Dubaï. Les banques locales dépendaient de conseils d'administration basés à Maurice. Même les opérateurs télécoms obéissaient à des serveurs européens. Le pays produisait, mais les décisions et les dividendes voyageaient ailleurs. Cette distance, Ibrahim Traoré la nomme l'absence organisée. Il voulait la remplacer par la proximité mesurable. Le projet ne s'est pas limité au symbole. Les entreprises entre 5 et 10 milliards doivent désormais disposer d'un bureau réel, entre 10 et 50 milliards, d'un siège fonctionnel au-delà de 100 milliards. Les groupes doivent bâtir des complexes complets reflétant leur empreinte. L'État accorde 6 mois pour présenter les plans, promet des permis accélérés, des incitations fiscales si le ciment et l'acier proviennent du pays. L'administration cesse d'être un frein, devient moteur. Et derrière la technicité des articles, un mouvement s'esquisse. Quand les dirigeants marchent sur la même terre que les mineurs, quand les comptables entendent Zanka la même radio que les agriculteurs, la distance morale s'efface. La transparence cesse d'être un idéal abstrait, elle devient une rue que l'on peut traverser. Ce n'est plus seulement une loi, c'est une carte qui se replie sur elle-même, un continent qui décide de respirer à son rythme. Et dans cette respiration nouvelle, le Burkina Faso apprend à parler le langage du pouvoir qu'il produit. Le visage de cette transition a souvent été résumé à une silhouette calme. Ibrahim Traoré, casque sable et ton mesuré, parlant plus d'équité que de revanche. Sous sa présidence, le Burkina Faso a cherché non pas à punir l'investissement étranger, mais à lui donner un corps local. Son mot d'ordre, présence avant promesse. Quelques mois après le vote, les premiers signes concrets sont apparus. Une société minière canadienne a annoncé la construction de son siège à Ouagadougou. Terrain acheté, architecte burkinabé engagé, café et commerce poussant autour du chantier. Une banque régionale a rapatrié son service conformité pour travailler côte à côte avec les régulateurs. Chaque décision technique devenait un micro-événement social. Les étudiants en ingénierie observaient les grues comme des leçons vivantes. Les artisans locaux, du tailleur de pierre au soudeur, retrouvaient une fierté oubliée, celle de bâtir pour soi. Dans les ministères, la coopération prenait un autre ton, moins de formulaires, plus de coordination. Les lenteurs demeuraient, mais la direction avait changé. L'État n'attendait plus les investisseurs, il bâtissait avec eux. Ibrahim Traoré résume cette étape d'une phrase « Quand l'économie vit ici, la confiance revient ». Et si le véritable moteur du développement n'était pas l'aide, mais la proximité, tout a commencé par un décret bref publié un matin sec d'octobre.
Les journaux étrangers ont titré « Une loi risquée », les places boursières ont cligné d'un œil inquiet, mais sur les chantiers de Ouagadougou, les marteaux ne se sont pas arrêtés là dans la poussière, mais on construisait un pays qui refusait de rester périphérique. Déclencheur, les 6 premiers mois ont vu une ruée inhabituelle de dossiers. 130 entreprises ont déposé leur plan d'implantation. Les équipes d'urbanisme travaillaient de nuit pour valider les permis. Les cimenteries locales tournaient à plein régime. Ce que beaucoup pensaient impossible devenait tangible. Les sièges sortaient du sol rouge. Apogée. En mars, Ibrahim Traoré a inauguré la première tour conforme à la nouvelle loi, un bâtiment de verre sablé conçu par un collectif d'architectes burkinabés. Autour, cafés, librairies et ateliers se sont alignés comme si la ville s'était mise au diapason. Les journaux titraient « L'adresse du pouvoir change de continent ». Les jeunes venaient se prendre en photo devant le chantier, fiers de voir leurs études d'ingénieurs s'incarner dans le béton. Pour la première fois, la croissance avait une forme visible. Onde de choc, la vague s'est étendue au-delà des frontières. Au Mali, au Niger, au Togo, des ministres demandaient conseil. Comment concilier souveraineté et investissement ? La réponse de Traoré était toujours la même, en ramenant la décision là où vit la conséquence. Cette logique a déstabilisé les multinationales les plus prudentes. Certaines ont quitté discrètement le pays, mais la plupart ont choisi d'adapter leur stratégie, former des cadres locaux, signer des contrats d'approvisionnement avec des PME burkinabés, ouvrir des comptes dans les banques nationales. Sur le terrain, les signes de transformation se multipliaient. Les écoles techniques recevaient des dons d'équipements. Les universités signaient des partenariats avec les sociétés minières. Les coopératives de transport achetaient de nouveaux camions pour acheminer matériaux et travailleurs. L'économie apprenait à respirer sans tuteur. Bien sûr, tout n'était pas lisse. Les coupures d'électricité perturbaient les travaux, les lenteurs administratives revenaient par vagues. Mais le sens général restait clair, la souveraineté avait changé d'échelle. Ce n'était plus un mot, c'était une infrastructure. Les observateurs étrangers ont parlé d'utopie. Les citoyens, eux, parlaient de travail. Et dans cette différence de vocabulaire se lisait toute la révolution, celle d'un peuple qui bâtit ce qu'il disait hier impossible. Le Burkina Faso avait cessé de demander des preuves. Il en produisait. Au départ, les chiffres semblaient modestes, mais dans un pays où chaque point de croissance compte, le Delta raconte une révolution silencieuse. Baseline, Delta, en un an, le taux d'investissement domestique est passé de 14,8% du PIB à 21,6%, une progression de près de 7 points, inédite depuis 2 décennies. Derrière cette hausse, des centaines de contrats signés localement et la présence effective des sièges étrangers. Deuxième indicateur, les dépôts bancaires nationaux liés aux revenus miniers ont augmenté de 38%. Avant la réforme, la majorité des transactions se clôturaient à l'étranger. Désormais, l'argent circule dans les comptes du pays. Les banques locales, autrefois simples filiales d'institutions européennes, deviennent source de crédit pour les PME. Elles financent la logistique, l'énergie, la formation technique. Chaque franc qui reste sur place génère un second effet, la confiance. Troisième donnée, 12 400 emplois directs et environ 37 000 indirects créés en 18 mois. Des maçons, des conducteurs, des ingénieurs, des agents de maintenance. Ce ne sont pas seulement des chiffres, mais des visages. Ibrahim Traoré l'a répété, notre richesse ne se mesure pas à l'or extrait, mais aux salaires payés ici. La phrase est devenue slogan dans les ateliers. Ces tendances ont surpris les économistes régionaux. Ils attendaient une fuite des capitaux. Ils ont observé une circulation nouvelle. L'État, en renforçant les obligations de présence, a récupéré un contrôle fiscal plus fin. Les audits se font désormais sur place. Les déclarations d'impôts suivaient les murs, pas les serveurs. L'effet domino dépasse le secteur minier. Les télécoms ont rapatrié leurs équipes de facturation. Les sociétés de distribution pétrolière ont relocalisé leurs comptables. Même les multinationales agroalimentaires ont ouvert des directions d'achat au pays. Chaque service ramené à domicile devient un centre de compétences. Mais la donnée la plus parlante reste qualitative. La distance entre les dirigeants et les citoyens
s'est réduite, les plaintes sont traitées plus vite, les négociations salariales se tiennent sur le même fuseau horaire. Quand le PDG croise ses ouvriers dans la rue, la responsabilité cesse d'être théorique. Le pouvoir, littéralement, habite son objet. À ceux qui dénonçaient une mesure populiste, Ibrahim Traoré répond « Nos chiffres sont notre réponse ». Et en effet, la statistique devient ici rhétorique. Elle raconte un pays qui, par la donnée, retrouve sa voie. Les critiques n'ont pas tardé. Pour certains économistes occidentaux, la réforme de Ouagadougou serait un acte de fermeture déguisée, un réflexe protectionniste menaçant l'investissement étranger. Ils brandissent le spectre de la fuite des capitaux, des coûts élevés, des infrastructures encore fragiles. Selon eux, le Burkina Faso risquait d'échanger la dépendance contre l'isolement. Face à cette thèse, une autre école s'impose, celle de la cohérence économique. Elle observe que les bénéfices de la mondialisation n'ont jamais été également distribués, qu'un pays qui rapatrie la décision sur son sol ne se referme pas, il se rééquilibre. Les chiffres du premier semestre l'attestent. Les dépôts bancaires intérieurs ont bondi de 38%, les investissements privés nationaux de 22%. La dynamique n'est pas de fuite, mais de retour. Ibrahim Traoré a répondu à ses détracteurs avec calme « Nous ne chassons personne, nous invitons à vivre ici ». Cette phrase simple résume la logique du projet, transformer la distance en responsabilité. Une entreprise présente localement ne fuit pas la régulation, elle l'humanise. Les directeurs voient les routes qu'ils empruntent, les écoles que leurs impôts financent. La proximité devient le premier outil de transparence. Les observateurs africains, eux, y voient un précédent structurant. Le Sénégal étudie un projet de loi similaire sur les compagnies d'énergie. Le Ghana réévalue ses contrats miniers. L'effet domino n'est pas idéologique, il est pragmatique. Chaque État redéfinit la place du pouvoir dans l'économie. En réalité, la réforme de Traoré ne divise pas le monde entre dedans et dehors. Elle trace une frontière nouvelle entre l'absence rentable et la présence responsable. Et si ce choix de proximité devenait la première politique de développement durable réellement africaine, tout s'est joué sur la distance, pas celle qui sépare Ouagadougou de Paris, mais celle entre les décisions et leurs effets. Lorsque les premiers sièges ont ouvert, un phénomène inattendu est apparu. Les erreurs coûtaient moins cher parce qu'elles se voyaient plus vite. Les directeurs de projets croisaient chaque matin les mêmes rues que leurs employés. La responsabilité n'était plus abstraite. Ibrahim Traoré y a vu la véritable victoire de la réforme. Quand tu vois les conséquences de ta décision, tu décide mieux, a-t-il déclaré lors d'une visite de chantier. Cette phrase, répétée dans les journaux et les écoles d'administration, a cristallisé le changement d'époque. Ce n'était plus une politique économique, mais une éthique de la présence. Les cadres étrangers, vivant désormais sur le territoire, découvraient les coupures de courant, la poussière, la chaleur. Ils vivaient le même quotidien que ceux qu'ils employaient. Et dans cette proximité, le pays découvrait un nouveau mot pour croissance, responsabilité partagée. Les effets se sont rapidement matérialisés. Pour l'État, la réforme a offert une visibilité budgétaire inédite. Les recettes fiscales issues des secteurs miniers et bancaires ont progressé de 27% en 12 mois. Les audits, désormais réalisés sur place, permettent d'anticiper les fraudes et d'ajuster les politiques. Le ministère des Finances parle d'un retour du réel. Plus besoin de courir après des données dispersées sur 3 continents, elles habitent maintenant au pays. Pour les entreprises, la mutation fut d'abord logistique, puis culturelle. Les groupes étrangers ont dû former des cadres locaux, adapter leurs standards, dialoguer avec des fournisseurs burkinabais, mais ce défi s'est transformé en levier. Les coûts d'importation ont chuté, la productivité a grimpé de 12% selon la Chambre de commerce. La proximité a forcé l'efficacité, moins de visioconférences, plus de décisions partagées. Certains dirigeants reconnaissent que l'immersion a rendu leur gestion plus lucide. Pour les citoyens, l'impact se mesure à hauteur d'homme. Les nouvelles tours abritant les sièges servent aussi de catalyseurs urbains. Autour d'elles, cafés, stations de bus, librairies, ateliers, l'emploi indirect a explosé. Les loyers ont augmenté, mais avec eux, les revenus. Les jeunes diplômés trouvent enfin du travail sans quitter le pays. Une génération découvre qu'elle peut faire carrière à Ouagadougou. Ibrahim Traoré a insisté « Nous n'avons pas bâti des bâtiments, nous avons bâti des horizons ».
Pour la région, l'effet est contagieux. Au Ghana, des débats parlementaires s'ouvrent sur la doctrine de proximité. Au Niger, on étudie l'obligation d'implantation pour les sociétés pétrolières. Même au Sénégal, des syndicats réclament que les sièges des opérateurs télécoms reviennent au pays. Le Burkina Faso devient laboratoire d'une souveraineté appliquée. Sur le terrain, cette nouvelle géographie change les gestes. Les décideurs voyagent moins, les délégations étrangères observent plus. Les conférences internationales citent le modèle burkinabé comme un précédent pacifique. Les partenaires européens, d'abord sceptiques, y voient aujourd'hui un signe de stabilité. La présence est devenue argument commercial. À long terme, cette politique pourrait valoir plus que l'or qu'elle encadre, car elle transforme la notion même de richesse. Posséder, c'est désormais cohabiter. Et dans cette cohabitation forcée mais féconde, le Burkina Faso a peut-être trouvé la définition la plus concrète du mot souveraineté. Scénario de base, dans les 12 prochains mois, la réforme devrait se consolider. La plupart des grandes entreprises auront finalisé leurs sièges nationaux, tandis que l'État ajustera les normes fiscales et architecturales. Le taux d'investissement local se stabiliserait autour de 22% du PIB, un niveau suffisant pour entretenir la dynamique sans créer de surchauffe. Les universités techniques formeront la première génération d'ingénieurs issus de ce nouveau cycle. La croissance resterait modérée autour de 4,5%, mais portée par des fondations locales. Scénario optimiste. Si la stabilité politique et énergétique se maintient, le Burkina Faso pourrait attirer des capitaux régionaux. Les banques ivoiriennes et nigériennes lorgnent déjà sur Ouagadougou pour y ouvrir des antennes. La doctrine de proximité, chère à Ibrahim Traoré, deviendrait alors un modèle ouest-africain. Les exportations minières, mieux taxées et mieux redistribuées, renforceraient la monnaie nationale. L'effet domino s'étendrait, plus de start-up, plus d'écoles d'ingénieurs, plus de confiance. La souveraineté économique deviendrait un produit d'exportation. Scénario pessimiste, une crise énergétique ou des tensions régionales pourraient ralentir la cadence. Les chantiers resteraient inachevés, les entreprises retarderaient leurs installations et la population s'impatienterait. La réforme serait perçue non comme une renaissance, mais comme une promesse inachevée. Cependant, même dans ce cas, l'infrastructure bâtie et la conscience nouvelle du pays serviraient de socle. Rien ne serait perdu, le terrain physique et mental resterait transformé. Recommandation de pensée. Traoré l'a souvent répété, le vrai risque, c'est de ne rien bâtir. Penser la souveraineté comme un chantier permanent permet d'accepter les ralentissements comme des pauses, non des échecs. La stabilité du projet dépendra moins des chiffres que de la constance de la vision. Au-delà des statistiques, la réforme a touché la texture humaine du pays. Dans les cafés improvisés autour des nouveaux sièges, ouvriers, ingénieurs et commerçants se croisent chaque matin. La conversation a changé, on ne parle plus de départ, mais de projet. Les familles voient leurs enfants revenir des capitales voisines avec des compétences et un espoir mesurable. Les universités se sont rapprochées des entreprises. Les professeurs invitent désormais les chefs de chantier à témoigner en amphithéâtre. Les étudiants apprennent que l'économie n'est pas une abstraction, mais une adresse. Cette proximité nourrit une fierté tranquille, celle de bâtir quelque chose qui reste. Ibrahim Traoré a souvent insisté sur cet aspect invisible. La dignité, ce n'est pas un discours, c'est un emploi. Ces mots résonnent jusque dans les villages où les routes neuves croisent les pylônes électriques. Les communautés perçoivent enfin la réforme dans leur quotidien, salaire plus stable, nouveaux ateliers, classes rénovées. Les étrangers de passage le remarquent, l'air semble plus dense, comme si chaque pierre portait désormais un sens. Les visages expriment moins d'attente et davantage d'appartenance. Ce changement d'attitude est peut-être le plus grand succès de la politique, car quand un peuple se réconcilie avec son travail, il se réconcilie avec son avenir. Ibrahim Traoré sait qu'un élan sans méthode s'épuise, c'est pourquoi le gouvernement a défini une feuille de route claire, pragmatique et mesurable. Étape 1, consolider les infrastructures. Le ministère de l'Énergie investit dans de nouvelles centrales hybrides pour réduire les coupures de courant de 40% d'ici fin 2026.
Sans électricité stable, la souveraineté reste une promesse. Étape 2, former les compétences locales. Les écoles techniques reçoivent des subventions directes. Les universités minières créent des filières bilingues. L'objectif est d'avoir 70% des cadres des nouveaux sièges issus du pays d'ici 3 ans. Étape 3, simplifier les démarches administratives. Un guichet numérique unique doit centraliser les autorisations, les permis et les audits. Le temps moyen d'approbation, aujourd'hui de 90 jours, sera réduit à 45. L'administration devient partenaire, non obstacle. Étape 4, harmoniser la fiscalité régionale. Les États voisins discutent d'accords pour éviter la concurrence déloyale. La doctrine de proximité pourrait ainsi s'étendre au Sahel tout entier. Étape 5, mesurer, ajuster, communiquer. Chaque trimestre, un rapport public présente les avancées. Traoré insiste, la transparence est notre meilleure diplomatie. Ainsi, la réforme cesse d'être un slogan pour devenir une mécanique. Le pays se dote non seulement d'outils, mais d'un calendrier. Et dans le bruit régulier des chantiers, on entend battre la méthode d'une souveraineté durable. Au crépuscule, les tours neuves de Ouagadougou reflètent la lumière comme des promesses tenues. Les grues se taisent, mais le sol continue de vibrer du travail de la journée. Ibrahim Traoré aime dire que chaque bâtiment porte 2 fondations, l'une en ciment, l'autre en confiance. Et c'est peut-être cette seconde qui tiendra le plus longtemps. Autour des chantiers, les enfants jouent entre les sacs de sable. Ils nomment les bâtiments du nom de leur village. Leur rire, mêlé à la poussière rouge, devient la musique d'un pays qui se relève. Les ouvriers, en quittant les sites, savent qu'ils ont bâti plus qu'un siège, ils ont bâti une idée. Le Burkina Faso n'a pas seulement réclamé sa part du monde, il a redéfini la manière de l'habiter, ce que d'autres appellent utopie, le pays l'appelle adresse. Et sous le soleil du Sahel, la souveraineté a désormais un visage, une ombre, un nom, celui d'un peuple qui a décidé de rester debout. Le Burkina Faso s'est bâti un nouveau langage, celui de la présence. Dans les rues de Ouagadougou, les tours encore inachevées racontent plus qu'un chantier, elles racontent un choix collectif. Chaque brique posée, chaque salaire versé devient une phrase d'un même récit national. Ibrahim Traoré l'a résumé simplement « Nous ne cherchons pas la charité, mais la compagnie ». Ce message dépasse les frontières du Sahel, il interroge l'économie mondiale. Que vaut un progrès sans proximité? Et si la durabilité ne se mesurait pas seulement en carbone, mais en conscience? Les nations qui écouteront cette leçon n'y verront pas un défi, mais une invitation. Construire là où naissent leurs richesses, dialoguer là où vivent leurs partenaires. Car la souveraineté n'est plus un discours abstrait, c'est une adresse, une main tendue, une responsabilité partagée. Et maintenant, au-delà des chiffres et des tours, la question demeure, qu'allons-nous chacun bâtir à notre tour ?